Ils sont partis dans les couloirs du temps. Eh ben bonjour à tous, bienvenue pour notre podcast Les couloirs du catch. Je suis aujourd'hui avec mon ami Messaya. Comment tu vas, Messaya? Hello les gens, bonjour Thomas. Ça va la forme aujourd'hui? Super. Alors aujourd'hui on va parler d'un catcheur. Je te laisse le présenter parce que tu le fais tellement mieux que moi. Alors on va parler de Mr. Monday Night de All FN Show, Rob Van Dam. Mais on va parler de Rob Van Dam, mais on va pas retracer l'entièreté de sa carrière. On va parler un petit peu de tout ce qu'il a fait dans sa carrière, des faits saillants de sa carrière. On va revenir sur une période qui tient à cœur, que tu m'as toujours parlé chaque fois qu'on parlait de catch. On en a toujours parlé. C'est le fameux moment où il n'a pas été champion. En 2002, c'est ça? C'est ça. Alors, j'en reviendrai plus en détail plus tard, mais c'est toute cette période qu'on appelle le règne de la terreur. De Triple H. Exactement. C'est un petit peu ça va être un peu le fil rouge de notre émission. Nous, on est la génération puissance catch sur RTL 9. C'est ça. C'est comme ça qu'on a commencé à regarder du catch. Enfin, toi, tu regardais avant. Moi, je suis un peu plus RTL 9. Moi, c'est pour être plus précis, c'est vraiment les tout débuts d'RTL 9. J'avais vu quelques émissions sur Canal+ en étant enfant, mais j'ai vraiment commencé au début des années 2000, quand Puissance Catch est arrivé, où c'était encore la WCW. Exactement. C'est-à-dire, on parle beaucoup de la génération NT1. Nous, on est un petit peu la génération avant, la génération Puissance Catch. Et aujourd'hui, on va parler donc de Rob Van Dam, comme tu l'as dit, et du fait qu'il n'a pas gagné le titre en 2002 et pourquoi il devait le gagner. On va en parler un petit peu. Donc, et si t'es d'accord, on va peut-être aussi le pousser, peut-être un peu après, retracer vraiment en globalité sa carrière, mais on s'arrêtera vraiment précisément sur cette période. C'est cette période-là. Parce que notre but de notre émission, c'est de revenir un petit peu sur le passé du catch. Et nous, on est marqué par ce qu'on appelle le règne de la terreur de Triple H, c'est-à-dire le moment où tu me coupes quand je dis des bêtises, parce que c'est toi l'expert, où Triple H commandait un petit peu tout. C'est ça, quand c'était le maître de Raw, en précisément, donc après son retour en 2002, et quand il prend vraiment le pouvoir à Raw avec Eric Bischoff, et qu'en fait on sait beaucoup maintenant que niveau backstage, c'était l'un des plus controversés, on va dire. Si tu me permets le terme despote. Oui, c'est un très bon terme, oui. Mais c'est vrai que donc on fera des émissions un petit peu de tout. On va parler que de Triple H bien sûr. Là on est sur Rob Van Dam. On fera la DX, on fera Goldberg, on fera beaucoup de choses. On cherche encore les sujets au fur et à mesure. On n'est pas toujours. C'est ça. Et comme on disait par rapport à cette grande génération qui est beaucoup mis en avant sur Internet, sur la génération NT1, nous on va essayer un peu de réhabiliter la génération Puissance Catch, parce qu'on entend beaucoup qu'il y avait des années qui étaient très pauvres, voire très mauvaises. Mais on va essayer de rentrer dans les détails parce que c'est des périodes qu'on a très bien connues, que moi j'ai beaucoup regardé. Donc j'ai des petits détails croustillants ou d'autres à raconter. Et puis c'est un petit peu les précurseurs. S'il y a eu la génération NT1, c'est parce qu'il y a eu avant Puissance Catch sur RTL 9. Donc c'est aussi de là que ça a remis un petit peu de popularité du catch en France. Ça a ramené un nouveau public. Donc, et c'est grâce à ça qu'il y a eu cette génération NT1. Donc on a envie un petit peu d'en parler et de se faire un peu plaisir de parler de sujets qui nous tiennent à cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est parti pour Rob Van Dam. Alors, on va commencer quand même par un petit peu de contexte, oui, pour aussi parler de l'homme qui était Rob Van Dam. Donc je te laisse prendre un petit peu le relais. Parle-nous un petit peu du début de sa carrière et de qui est Rob Van Dam avant d'être à la WWE en 2001, il me semble. C'est ça. Alors du coup, Rob Van Dam, de base, n'était pas spécialement intéressé par le catch en étant enfant. C'est un ami à lui qui l'a poussé à aller voir des shows de catch. Et quand il regardait, en fait, il s'ennuyait. Il n'y avait aucun catcheur de l'époque qui le marquait. Il a toujours dit qu'il avait des aversions sur des anciens catcheurs qui n'ont pas spécialement eu des grandes carrières, comme Big John Studd dans les années 80. Et il a eu une révélation en allant à un show, en voyant l'Iron Sheik. Donc le fameux Iron Sheik, le catcheur dont Hogan avait pris le titre à l'époque en 84 et qui a lancé la Hogan Era. Donc l'un des plus grands méchants de l'histoire, pour le coup. Donc était vraiment le mec pour la transition vers Hulk Hogan. Et c'est là où il est tombé amoureux. Donc du coup, il a tenté d'essayer de se lancer dans le catch. Donc en étant jeune, il a vu que c'était très compliqué parce qu'il vient du Michigan et qu'il n'avait pas forcément aux alentours des écoles de catch ou quelque chose, surtout à l'époque. Donc en fait, il s'est lancé dans les arts martiaux. Donc on reviendra plus tard, dans son style de catch, il a beaucoup mis en avant les arts martiaux et en fait, pendant une grosse partie de sa jeunesse et de sa début de vie d'adulte, il a fait du kickboxing parce que ça lui permettait d'aller dans un ring en fait. Et de pouvoir un petit peu apprendre, et c'était le seul moyen d'avoir un ring, tu me disais. C'est ça, au début de sa carrière, et après, une chose en amenant une autre, il s'est fait un bon corps, une condition physique déjà très impressionnante à l'époque, vu que déjà, ses coachs de kickboxing voulaient qu'il soit professionnel. Ils voulaient le pousser en étant professionnel. Ah oui, c'était quand même, il avait déjà un niveau de kickboxing qui était intéressant. Ah oui, qui était vraiment intéressant, oui, c'est ça.
C'était un hobby entre guillemets pour lui. Ça lui permettait de faire du catch, mais il avait un niveau qui était très convenable. Ouais, il a été legit à l'époque et vraiment il voulait le pousser à devenir professionnel. Mais lui ça l'intéressait pas. Donc durant ses entraînements, il finissait vite de les faire pour pouvoir aller après faire du catch. C'est impressionnant de se dire qu'il y a des hommes comme ça, des personnes qui sont, c'est des sportifs naturels. Tu te dis qu'en fait, quoi qu'ils fassent, ils ont les qualités physiques pour être bons partout. C'est ça, on en parlera d'autres parce que comme on a dit, on aime beaucoup cette période de 2002 à 2006. Et c'est un peu comme un catcheur que vous connaissez tous, Shelton Benjamin. Ah, je pensais exactement à lui, j'allais dire son nom, tu vois. Tu m'as devancé. Le niveau physique, le mec avait tout. Dans l'ADN, on avait l'impression qu'il était fait pour ça, quoi. Ouais, je pense qu'il aurait même pu faire n'importe quel sport, il aurait été bon. Ce mec-là, il aurait pu faire du foot américain, il aurait été très rapide, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant de se dire qu'il y a des gens qui ont la génétique qui leur fait être bon dans n'importe quel sport, et c'était un peu le cas de Rob Van Dam. C'est ça, et même quand il était enfant, dans les bouquins, ils disent, là où je me suis documenté, qu'il était, il était un peu vadrouilleur, quoi. Il aimait bien faire des figures, il aimait bien sauter, il aimait bien bouger, quoi. Il était déjà très physique, déjà même en étant enfant, donc ça l'a vraiment intéressé. Donc du coup, Rob Van Dam, donc il fait du kickboxing. Moi, j'ai le souvenir de Rob Van Dam à la ECW. Alors très peu de souvenirs. Je sais que ça a été l'une des plus grandes stars de la ECW, mais il a pas commencé à la ECW. Il a commencé un petit peu avant à la WCW. Oui, c'est ça. Donc sa première carrière, on va dire mainstream, donc à la télévision nationale aux États-Unis, ça s'est fait la WCW. Un peu avant, il a fait beaucoup de shows indie et une période qui a marqué les smarts de l'époque, donc les gros fans de l'époque, parce qu'il a tourné beaucoup sur la All Japan Pro Wrestling au Japon. Et c'est là où il a commencé à faire ses armes. Et il s'est fait repérer par la WCW, donc embauché. Donc il se faisait appeler Robbie V. Donc il n'avait pas encore son nom de Rob Van Dam. Et je reviens un petit peu en arrière, c'est sur sa carrière indépendante, un booker avait dit d'où vient son nom. Donc c'est pas une légende urbaine. Le fait qu'il s'appelle Rob Van Dam, donc tout le monde a la consonance de Jean-Claude Van Damme. Et c'est une vraie histoire, en fait. C'est que un booker de l'époque sur la scène indépendante a dit, mais tu ressembles beaucoup à Jean-Claude Van Damme au niveau du faciès et tout. Vous irez voir des photos de lui en étant jeune. Il avait vraiment il avait vraiment la tête. Et on lui a dit, comme tu fais en plus du kickboxing, ça colle bien. Donc, on va te vendre en tant que le cousin de Jean-Claude Van Damme. Ça lui plaisait pas trop, mais en fait, il s'en est beaucoup servi, au final. Donc, le Rob, c'est parce qu'il s'appelle Robert de son prénom. Exact. Robert Alexandre, vous m'excuserez pour le nom de famille, mais Zatowski, c'est pas facile à dire, hein. Et donc Van Damme, pour Van Damme. Donc c'est marrant des fois que ça tient à pas grand chose et que finalement ça a permis peut-être au public de vachement s'identifier à lui, parce que moi j'ai les souvenirs de Rob Van Damme avec tous les pouces derrière le dos. Donc son nom finalement ça a été ce nom qu'il aimait pas trop, ça a peut-être aussi été vachement important sur pour sa carrière. Et même si ça lui plaisait pas trop au début, il s'en est beaucoup servi. On l'a bien vu à la WWE dans ses scènes backstage où il faisait le grand écart à la Jean-Claude Van Damme entre deux chaises, quoi. Donc c'est vraiment joué là-dessus et ça a très très bien marché. Et du coup, cette petite carrière WCW, donc il était très innovant déjà à l'époque. On en reviendra plus tard, mais de toute façon, c'est un catcheur qui était en avance. Unique. Son theme song à la WWE, c'est One of a Kind, donc c'est l'unique. Et c'est pas galvaudé en vrai. Quand vous regardez beaucoup de catcheurs, lui, il était vraiment à part. Déjà même à l'époque. À la WCW, il était dans une période qui était pas très bon pour lui, donc il catchait pieds nus en plus à l'époque. Donc c'est un peu différent. Il faisait déjà beaucoup d'acrobatie à travers les cordes, des split leg moonsault, donc des trucs qu'on ne voyait pas aux États-Unis à l'époque. Mais le booker de la WCW, c'était Bill Watts. Donc Bill Watts, c'était un très 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 conservateur. Exactement, ultra old school, qui a dirigé la WCW durant une petite période. Et en fait, il avait même banni des trucs improbables pour nous, quoi. Genre, on n'avait pas le droit de faire de saut de la troisième corde, on n'avait pas le droit de faire de saut à l'extérieur. Et en fait, le profil de Rob Van Damme ne convenait pas du tout à la direction qu'il voulait. Il devait s'ennuyer, notre pauvre Rob Van Damme, à cette époque-là, avec un booker comme ça, où justement, son catch est galvaudé, quoi. Oui, c'est ça. Il pouvait pas montrer de quoi il était capable. Et après, justement, cette période WCW, on a un monsieur très connu maintenant. Qui est toujours là. C'est ça de se dire qu'il est encore là. C'est ça. Et que dans l'actualité, il a encore des pops qui sont assez exceptionnels. Je te laisse dire son nom. Donc Paul Heyman, donc à l'époque Paul E. Dangerously, donc son nom de manager qu'il avait à la WCW, a décidé, après de s'être fait virer lui, de racheter une promotion de catch qui s'appelait la Eastern Championship Wrestling. Donc il a décidé de la racheter, qui était possédée par, je n'ai plus son prénom, mais son nom de famille c'est Todd, et de changer complètement le monde du catch, clairement.
Et puis c'est devenu ce qu'on connaît, la ECW, la Extreme Championship Wrestling. Donc on va pas rentrer dans les détails, peut-être on en parlera plus tard, mais c'est un screwjob qui a fait changer le nom de la promotion. Donc c'était le catcher Shane Douglas, je vais faire assez rapide, qui allait gagner un tournoi de la NWA, donc la National Wrestling Alliance, donc le regroupement des territoires dans les années 80 du catch, qui était on va dire la société la plus grande au niveau du catch aux États-Unis. Et il devait gagner ce titre, et en fait, il jette le titre à la poubelle, en disant, moi, je ne veux pas de ces fédérations de vendus, moi, je vais devenir le champion de la Extreme Championship Wrestling, et c'est comme ça que la fédération est née. Et la ECW, qui, encore aujourd'hui, il y a un souvenir énorme pour tous les gens qui avaient pu regarder les émissions. Moi, j'ai pas connu. J'ai connu ensuite dans des DVD, mais je sais qu'il y a eu une base de fans qui était énorme qui était très attachée à la ECW. Exact, c'est limite de là que viennent les termes marque smart, qui sont des termes péjoratifs, mais qu'on utilise quand même, où en vrai, c'est les premiers fans, entre guillemets, d'internet, quoi. Les fans de la ECW connaissaient tout. C'était vraiment des bibles du catch, ils se documentaient, ils cherchaient les DVD, ils regardaient tout ça. Très vocaux aussi. Très vocal, oui. Vocal, pardon. Donc, très vocal. Et ils intervenaient durant les shows, ils connaissaient tous les catcheurs, toutes les storylines, et ils avaient pas peur de faire beaucoup de bruit. Et c'est un peu la vision de Polyman, c'est d'avoir le Nirvana du catch, pour revenir à l'époque des années 90. À l'époque comme le groupe de chansons Nirvana, grunge, un peu le côté c'est ça. Complètement différent de la WWE, avec les paillettes, le côté coloré qu'on pouvait retrouver à la WWE à l'époque. C'est ça, ou du côté un peu plus sérieux, humain de la WCW. Ouais. Ça sortait un peu entre les deux, c'était vraiment, ça portait bien son nom, c'était vraiment le côté extrême. Donc on va mettre du catch hardcore, on va mettre, désolé du terme, du cul, oui. On va mettre de la musique, oui. Mettre du rap, mettre des trucs qui étaient vraiment underground à l'époque. Des rivalités aussi qui allaient loin. La rivalité Sandman Raven, je crois que c'était exactement, ou même la rivalité Raven contre Tommy Dreamer. Oui, voilà. Oui. C'est des trucs qui touchaient vraiment le personnel, quoi. Comme tu disais, Sandman, sa femme et son enfant étaient impliqués dans les storylines. Ouais. Vraiment direct, dans des trucs ultra personnels qui allaient très loin. Et notre bon Rob Van Dam commence à la ECW en 96. Donc il commence en tant que son personnage, sa gimmick, c'était un stoner. Parce que, on va revenir tout de suite sur cet aparté, on sait que Rob Van Dam est un grand défenseur du cannabis et de la marijuana. Il a eu plusieurs problèmes dans sa carrière liés à ça. Et c'est un grand défenseur de la légalisation de ça. Il a même créé plus tard même son CBD. Et donc du coup son personnage c'était le stoner, mais qui était là et qui en voulait en fait. Qui était le mec cool, mais qui faisait des trucs improbables dans le ring et qui voulait être reconnu à sa juste valeur. Donc il a eu longtemps un run de heel en fait. Nous on le connaît beaucoup en tant que gros babyface, mais il a passé une grande majorité de sa carrière heel. Moi tu vois j'ai toujours pensé que c'était la plus grosse star de la SCW, peut-être dans les noms, peut-être dans l'héritage. Il y a Tommy Dreamer, il y a Rob Van Dam, il y a le Sandman, mais j'ai toujours pensé que... Il y a Sabu aussi. Et tu m'as dit tout à l'heure en off, avant qu'on commence l'émission, tu m'as dit qu'en fait, moi c'est quelque chose que je ne savais pas, mais Rob Van Dam n'a jamais été champion du monde de la ECW. Chose que pour moi, c'était inconcevable. Oui, et c'est ça, il n'a jamais été champion du monde de ECW, il a eu des opportunités, mais on l'a beaucoup connu par rapport à ça. Donc on va d'abord refaire la petite aparté qu'il y a eu. C'est après je pense que vous connaissez qu'il y a eu une invasion de la ECW à la WWF en 97. Alors je sais pas si tout le monde le sait parce que c'est très peu documenté, puis c'était vraiment une invasion un petit peu un peu dans l'eau. J'allais dire bas de gamme, mais oui, tout à fait d'accord. C'est pas quelque chose qui est extrêmement bien. Puis même si vous regardez des choses, c'est vraiment, c'était pas dans le main event, quoi. C'est ça. Et en fait, donc il y avait eu déjà le premier pay-per-view de la ECW en 97, Barley Legal. Et en fait, Rob Van Dam n'était même pas prévu sur la carte. Mais il y a eu un catcheur qui était blessé, Chris Candido, un très très grand catcheur, et Rob Van Dam a dû le remplacer au pied levé pour affronter Lance Storm. Et en fait, à la fin de ce match, il prend le micro, il insulte les fans de CW, il insulte Polyman en disant vous m'avez même pas programmé sur le show, je n'attends qu'une chose, c'est d'être embauché par les Big League. Moi, je suis fait pour faire de l'argent, je suis pas là à être là dans des petites salles ici avec vous, quoi. Et derrière, il y a eu cette invasion, donc je disais CW à la WWF. Et il était l'un des fers de lance, parce qu'en fait, c'était un peu le traître à la ECW. Alors, si tu me permets de te couper, il y a aussi cette invasion, elle intervient parce que, il me semble, et tu me dis si j'ai tort parce que c'est toi mon expert, où c'est Shane McMahon qui a poussé aux fesses un petit peu son père Vince pour lui dire ouais, il y a un truc qui est pas mal, c'est la ECW, c'est novateur, ça change, ce serait bien qu'on en parle un petit peu, ce serait bien qu'on
peut-être pas aller jusqu'à la promotion de la fédération. Je pense pas que c'était l'idée de Shane McMahon, mais finalement Vince qui avait totalement dépouillé toutes les fédérations aux alentours dans les années 80, est-ce qu'il a pas voulu être sympa avec cette fédération-là qui était complètement différente de son produit. Oui. C'était pas des concurrents, c'était autre chose que ce que faisait la WWE. Exactement, bah, tu as dit une vérité, c'était en backstage, ça a été rapporté plus tard que oui, il y avait comment on dit, Shane McMahon et Bruce Pritchard. C'était des gens qui regardaient le catch ailleurs et donc du coup qui essayaient de conseiller Vince en disant ça c'est hype, tu devrais t'y intéresser. Et oui, on a toujours dit que McMahon avait un amour, pas un amour mais de la sympathie pour Paul Heyman. Oui. Et en fait, donc du coup il faisait des deals avec lui, genre pour le catcheur Too Cold Scorpio qui était Flash Funk à la WWF, où il donnait de l'argent à Paul Heyman pour pouvoir compenser le contrat que Too Cold Scorpio avait, qui était relié à un chanteur de rap. En fait, il donnait l'argent à la ECW que ce que la ECW, excusez-moi, c'est pas facile, ce que la ECW perdait en argent, la WWE le compensait pour ce catcheur-là. C'est ça. Et donc du coup, il s'est dit ouais, on va les mettre un peu en avant. Comme tu dis, peut-être il avait un petit regret d'avoir mis tout le monde au chaume nu et il les a mis en avant. Et peut-être il s'est dit ça va peut-être devenir un territoire de développement pour nous. Ouais, c'était pas. Et puis s'il y a quelques stars à récupérer, ben Il les prenait. Et ça donc, joint l'utile à l'agréable. Et donc pour revenir sur Rob Van Dam, il était mis en avant comme le traître à la ECW en fait. Il était relié dans la storyline à Jerry Lawler, qui est legit un mec qui détestait la ECW. Ils s'en sont servis un peu plus tard d'ailleurs de ça. C'est ça, où il disait que c'était l'extremely crappy wrestling. Donc le catch de merde de extrême quoi. Et bon, ça, on va couper assez vite hein, parce que vraiment cette invasion a amené à rien. Le seul truc marrant, c'est que le premier match de Rob Van Dam à Raw, pour cette invasion, il a affronté un tout jeune Jeff Hardy qui était un jobber à l'époque. Mais tout jeune. Hein. Tout jeune, on a l'impression qu'il a 16 piges. Hein. Je me demande même s'il n'y a pas une anecdote. Alors ça, je dis ça, mais sans être sûr. Comme quoi Jeff Hardy était même pas majeur ou Oui, à peine majeur à l'époque, quelque chose comme ça. Mineur, ouais. Donc et au final, j'ai pas les détails, mais le partenariat s'est arrêté très vite. Des problèmes backstage entre les catcheurs des deux fédérations et ça a amené à rien. Et à ce retour de cette, qu'on s'appelle de ce break, en fait, Rob Van Dam s'est mis en équipe avec l'un de ses gros rivaux et c'est devenu les meilleurs amis du monde, Sabu. Donc ils ont eu un énorme run par équipe à la ECW où ils n'ont pas eu le titre. Ils l'ont eu vraiment plus tard. Ils n'ont pas eu le titre sur le moment. Ils ont affronté les plus grands catcheurs de l'époque, les Dudley Boys, les Eliminators, et en faisant des matchs de ouf parce que vraiment c'était des catcheurs de fou. Et Rob Van Dam a eu son push énorme pour le titre télé. Il est devenu champion de la télévision. Et là, c'est considéré comme l'un des meilleurs règnes ever aux États-Unis. C'est vraiment pas que de la promotion. Ouais, de toutes les fédérations cumulées. Il est resté champion pendant très longtemps. Je crois 170 jours, peut-être même un peu plus. C'était beaucoup à l'époque pour une fédération comme ça. C'est peut-être même presque un an, si je dis pas de bêtises. Un an, ouais, je pense que ça doit être un an. Ouais, c'était vraiment. Après, c'était aussi une fédération. Comme c'était toujours le même public qui revenait, c'était marquant pour les gens de voir Van Dam tout le temps champion avec cette ceinture, mettre en valeur cette ceinture, c'était beau. C'est ça. Et en plus, ça l'a fait tourner face organiquement parce qu'en fait, il n'était jamais hué. Les gens voulaient le voir, voulaient voir Mr. Monday Night défendre son titre. Il a une rivalité légendaire face à Jerry Lynn. Je vous conseille d'aller voir certains de leurs matchs qui sont exceptionnels. Et vraiment, il a combattu énormément. Il a défendu son titre tout le temps, mais il le perdait jamais. Jusqu'à ce que il était tellement populaire que les publics de l'époque trouvaient que le titre télé était plus prestigieux que le titre de championnat du monde. Bah, il y avait souvent, on dit souvent que c'est le catcheur qui fait le titre et pas le titre qui fait le catcheur. C'était vraiment le cas pour Van Dam. C'était vraiment le cas parce que vraiment, son titre était plus prestigieux que le titre de champion du monde poids lourd, quoi. Il a mis le titre sur la carte. Sur la carte. À tel point que ça a poussé beaucoup de fans réclamer un match champion contre champion. Et c'était ce qui était prévu. En fait, Paul Heyman voulait vraiment mettre le champion du monde de l'époque. ECW était Mike Awesome. Et ils avaient prévu la storyline pour que les deux s'affrontent dans un match champion contre champion et le vainqueur récupère tout. Et c'est à ce moment-là que Rob Van Dam s'est blessé. Donc il s'est blessé très gravement à la jambe, au genou s'il me semble, et il a dû rendre son titre vacant. Donc en plus ce titre, il ne l'a jamais perdu. Il l'a jamais perdu. Et ce qui est assez impressionnant quand même. Mais c'est... Voilà. Et quand il est revenu, tout doucement, on est arrivé à la fin de la ECW. On est en 2001, c'est ça? Dans les années 2000, ouais, il revient dans les années 2000, et en fait, il est resté plus ou moins jusqu'à la fin de la promotion. Parce que Paul Heyman, qui était un très grand créatif, très grand gestionnaire de talent,
l'argent, la gestion financière, c'était pas son truc. C'était pas son truc. Et la ECW était endettée comme jamais. Donc lui, il avait déjà commencé à prendre son poste de commentateur à la WWF. On parle toujours De on Polyman. parle bien de Polyman, pas de Polyman, Roman. ouais, c'est ça. Et du coup, les catcheurs ont essayé de tenir la promotion jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit plus possible. Et quand Vince McMahon a racheté la WCW, il a racheté également plus tard, mais il avait quand même racheté énormément de catcheurs de la ECW, dont il avait déjà Polyman, et il a racheté pas mal de catcheurs. De toute façon, moi, les stars de la ECW, je les ai connus à Raw les années après. Quand je regardais sur la télé, je me rappelle des Dudley Boys, je me rappelle, Sabu, j'avais vu quand ils avaient fait un retour de la ECW, Sabu était là, le Sandman était là, Tommy Dreamer était là, Rob Van Dam, forcément, moi je l'ai vu à Raw, donc je me dis voilà, il a pas laissé ses mecs sur le carreau. Non. Mais il a embauché aussi, McMahon a embauché ceux qui pensaient en faire quelque chose. Donc il trouvait les plus prometteurs. Et donc notre bon Rob Van Dam arrive à la WWF à la fameuse storyline de l'invasion. C'est là où il commence. Alors on en parlera, on fera peut-être une émission là-dessus si c'est demandé, parce que ça a été beaucoup documenté, l'invasion, donc on va rester un petit peu on va pas survoler l'invasion, mais vous voyez, on va pas rentrer dans les détails. Non, on va parler plutôt de Rob Van Dam. On va rester sur Van Dam. Mais c'est vrai que l'invasion, c'est peut-être le plus grand gâchis de gâchis d'argent de l'histoire du catch et de la WWE. Et vraiment, Rob Van Dam, il a une chance déjà en arrivant à la WWF que beaucoup du public le connaissait. Oui, le public vocal était déjà derrière lui. Et c'est pour ça que je dirais que Rob Van Dam est l'une des premières indie darling. Et il avait tout, ce mec. À l'époque là, il avait tout. Mais il était favori des foules fans de catch. Vraiment, il y avait des pop Rob Van Dam, on entendait vraiment, c'était les mâles, comme on dit, qui étaient derrière lui. Et il était cool. Et donc, du coup, dans l'invasion, il est C'est vrai qu'il est cool, quand même. Ouais. Ah, il est unique. Vraiment, sa manière de marcher, de faire ses promos, de réagir, c'est vraiment, il se prend pour le meilleur au monde, en fait. Mais en étant tout le temps cool. Le meilleur au monde cool, quoi. Ouais, il a un côté cool. Ouais. Il a un côté, t'as envie de lui taper dans la main. Ouais, c'est ça. Tu te dis, ouais, le mec, t'as pas l'impression qu'il soit, mais je sais pas comment il est dans la vie, dans sa vie personnelle. Ça, on n'est pas là pour parler de sa vie personnelle, mais le mec, quand tu le regardes, tu le vois marcher, la queue de cheval, le signe, du yin et du yang sur le t-shirt, moi j'ai souvenir, le dragon, et tout ça qu'il avait. Ses outfits, ouais, c'était génial, quoi. Ses outfits étaient uniques à l'époque. C'est son singlet court short, avec des designs complètement, fantaisistes. Vraiment, le léopard, le guépard dessus, ses logos, tout ça, c'est vraiment tout le packaging de Rob Van Dam était vraiment très innovant. Et puis, il y a les 3 lettres que le public peut scander. RVD, c'est facile. Ouais. C'est comme HBK, Shawn Michael, HBK, le public qui peut... Ouais, ou Jericho avec Y2J. Y2J, voilà, les 3 lettres, de toute façon, pour que le public chante ton nom, c'est quand même top. C'est juste parfait. Et c'est là où le public mainstream découvre, ou même les mecs en backstage découvrent qu'en fait, c'est un catcheur, en plus de ça, exceptionnel. Vraiment, dans le ring, il fait des choses que personne ne fait. C'est lui qui a popularisé des prises que maintenant ont été beaucoup utilisées par d'autres. Par exemple, le vent de Terminator, ou le vent de Terminator. Utiliser la chaise comme à projeter dans les mains de l'adversaire pour mettre un speedy kick, ouais. ou un coup de pied. Ou ce que beaucoup maintenant connaissent, le coast to coast de Shane McMahon. C'est Rob Van Dam. C'est Rob Van Dam, c'est le vent de Terminator, en fait. Et puis sa prise de finition, le 5-star frog splash. C'est l'un des plus beaux frog splash de tous les temps, ouais. C'était génial, ça. Et puis d'ailleurs, même si on rentre pas trop dans l'invasion, les matchs avec Jeff Hardy à l'invasion. C'est là où je voulais m'arrêter, justement. Ah, excuse-moi, je t'ai... Voilà. Bah, en même temps, je suis là pour mener l'émission, boum, je te fais la passe. Ouais, voilà. Donc, il y a une série de matchs où les deux s'affrontent, où c'est exceptionnel, où ils volent les shows. Alors que t'as des Steve Austin dans la carte et tout ça, mais que le match catch qu'on retient, c'est le match de Van Dam et Jeff Hardy. Bah déjà, c'est plus le même Jeff Hardy c'est plus le jobber de 97. Déjà. C'est déjà un catcheur un peu plus accompli, Jeff Hardy. Ouais, c'est surtout un mec très foufou. Bah, les deux étaient faits pour s'entendre sur le ring. C'est ça. Où vraiment, les deux, ils ont même des petits ratés, parce que je sais que leur deuxième match, ils tentent des spots beaucoup trop ambitieux, mais c'est génial, quoi. C'est vraiment génial, et c'est vraiment l'un des mecs les plus over de l'invasion, Rob Van Dam. Et puis, on voyait pas ça avant. À la WWE, ce style de match avec les deux catcheurs comme ça. En plus, ils étaient jeunes, donc forcément, t'attires le public un peu de l'époque MTV, le public un peu grunge, un peu. Forcément, ça attire la vue. C'est ça, surtout des manœuvres. Moi, je me souviens d'un ami à moi, le truc qui le rendait fou avec Rob Van Dam, c'était la Rolling Thunder. Le mec qui enchaîne des roulades du coin du ring à l'autre bout du coin du ring pour envoyer son dos à pleine force sur l'adversaire. C'est des prises totalement innovantes. Et il était tellement populaire que vers la fin de l'invasion,
il y a un match, il participe à un match triple menace pour le titre poids lourd. Là, c'est plus le titre. Le titre WWE même. Là, on est vraiment sur le titre du monde, champion du monde. Ouais, champion du monde, le titre WWE, donc le titre d'Austin. Donc il est face à Kurt Angle qui était le rival de Steve Austin à l'époque. Il est dedans et les fans déjà à l'époque auraient voulu que Rob Van Dam gagne. Donc là, on est d'accord, on est en 2001. 2001. Fin 2001. Fin 2001. Et il perd, il fait un match de ouf, il s'attaque parfaitement et on voit que le gars a le potentiel d'être main eventer. Mais est-ce que le fait qu'il perde ce match-là, c'est normal, entre guillemets? C'est son premier match pour le titre à la WWE. Oui. Il est face à qui? Face à Austin. Et Kurt Angle. Et Kurt Angle. Qui perdent, c'est pas... Non, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Ils auraient pu tenter. Vraiment, des fois, ils envoient des mecs champions du monde alors qu'ils viennent d'arriver. Avec lui, ils auraient pu tenter parce qu'il avait tout pour l'être, quoi. Mais après ce match-là, on peut penser que ça y est, c'est lancé. C'est lancé, ouais. Si c'est pas arrivé là, on arrive en 2002 prochainement, ça va être là. On pense que ça va être là. Ça va être là. Donc on arrive en 2002, donc l'invasion est terminée, Triple H est revenu. Et parce que Triple H est blessé pendant l'invasion. C'est ça. Il apparaît pas de l'invasion. Il est blessé. Donc tout la storyline de l'invasion, il y a pas de Triple H. Il y a pas de Triple H. Donc on va couper vite fait. Il y a le retour de Triple H avant le Royal Rumble 2002. Il le gagne. Il devient champion unifié face à Jericho à WrestleMania 18. Derrière, Hogan reprend le titre. Ensuite, oui. Undertaker. Hulk Hogan. Ensuite Undertaker et ensuite The Rock. Donc on arrive, j'ai vraiment beaucoup accéléré. Non mais t'as le temps, c'est bien, t'as le temps. Je préfère accélérer. On arrive à SummerSlam 2002. Donc SummerSlam 2002, c'est déjà un des points forts du show, c'est le retour de Shawn Michaels. C'est son premier match depuis 4 ans et demi à Shawn Michaels. Exactement. Face à son copain, à son meilleur ami et ennemi, Triple H. Et le main event, c'est là où justement ils ont fait un coup de poker qu'ils n'avaient pas fait avec Rob Van Dam l'année d'avant. C'est Brock Lesnar qui est sacré champion du monde. En battant The Rock. The Beast. En un an, il a tout gagné, le Rumble, il est devenu champion du monde, tout ça. Et en fait, dans les storylines, le Brock Lesnar part à SmackDown. Mais du coup, il n'y a plus de titre à Raw. Et c'est là où il y a le début del famoso règne de la terreur de Triple H. À Raw, Eric Bischoff dit, pour notre brand, il nous faut un champion du monde. On peut pas être le premier show de la WWE sans champion du monde. Sans champion du monde, donc la storyline est cohérente. Et du coup, il nous sort le titre de la WCW, connu sous le nom de la Big Gold Belt. Et il l'offre à Triple H. Donc Triple H est le premier champion du monde poids lourd. Sans catcher. Sans catcher. Et on lui donne, comme ça. C'est Triple H. Tiens, c'est un gâteau, c'est pour toi, tiens, un cadeau. Voilà, c'est ça. Et, donc il est le premier champion à Raw. Et derrière, on a l'Elimination Chamber où il doit défendre son titre face à plusieurs adversaires, dont Rob Van Dam. Donc il y a Shawn Michaels, il y a Rob Van Dam, il y a Booker T, il y a Kane, il y a Chris Jericho. Donc le premier Elimination Chamber de l'histoire. Il y a un petit drame qui se passe dans ce match-là, parce que Rob Van Dam manque de tuer Triple H. Et il le blesse au niveau de la gorge, je crois. Il lui déchire la trachée. C'est ça. Sur un Five Star France Splash du haut de la cabine des Elimination Chamber. Et il est trop court dans son saut, et il tombe le genou le premier dans son Oui, voilà, on le voit de toute façon. Ouais. Et c'est là où on voit que Triple H, on peut dire un peu tout ce qu'on veut sur lui, mais il est surhumain. J'allais dire Triple H, c'est sûr que dans nos émissions, vous allez nous dire, oui, vous détestez Triple H, pas du tout. Triple H, dans le ring, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un super catcheur. Ah, c'est un des meilleurs. Et qu'en plus, le mec, parce qu'il c'est pas la seule fois de sa carrière où il va se blesser, où il va finir le combat quand même. Oui, c'est ça. Et du coup, Shawn Michaels devient champion. Le règne très court parce que Triple H va le récupérer très très vite. Dernier titre. Champion du monde de Shawn Michaels. C'est ça, c'est le dernier. Il l'a plus jamais gagné derrière. Bon, on va pas parler de ça parce que ça va m'énerver. Et du coup, même Rob Van Dam a un match contre Shawn Michaels à Raw pour le titre poids lourd qui perd. Mais c'est vraiment la définition de l'upper mid card à l'époque. Donc il est au mid card, mais on l'envoie souvent vers le main event, faire un match pour perdre tout ça. Mais durant cette période-là, à Raw, Rob Van Dam devient le collectionneur de titres. Il va unifier tous les titres mid card qui restaient. Il est champion hardcore, il va devenir champion intercontinental. Et il va être le dernier champion européen en plus. Et il va tout unifier sous le titre de la bannière intercontinentale. C'est lui donc qui unifie ces 3 titres-là. C'est lui qui unifie ces 3 titres-là. C'est l'un des mecs les plus over et tout ça. Et c'est là où on revient, où les politiques backstage de Triple H, il n'a pas voulu capitaliser. Je veux pas donner mon titre à ce mec-là. Enfin, je veux pas dropper le titre à Rob Van Dam. Je veux pas mettre over plus Rob Van Dam qu'il l'est déjà. Et c'est le pire, c'est qu'il va faire tout l'inverse. Parce que Triple H à l'époque, on te dirait de l'intérieur. Donc Rob Van Dam est champion intercontinental. Il y a que 2 champions solo à Raw. Donc Rob Van Dam et Triple H. Et Triple H décide, je vais unifier tout. Donc du coup, il refuse même d'affronter Rob Van Dam, de ce que j'ai entendu dans les backstage et tout ça, parce que c'est Kane qui va récupérer le titre intercontinental. Et
Triple H va battre Kane et va unifier tous les titres et il n'y aura plus qu'un seul titre. Un seul champion à Raw, Ouais. c'est Hunter. Comme on disait en off, tout le fromage sur le gratin, c'est pour lui. C'est tout pour Hunter. Voilà, c'est ça. Les autres, vous me regardez, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau. Et c'est vrai que c'est souvent revenu. Hein. De toute façon, tu me disais même sur les forums à l'époque d'RTL 9 et tout, Triple H était détesté. Était détesté parce qu'en plus dans les shows, il catchait pas en weekly. À l'époque, il était souvent ou blessé, une condition physique un peu dégueulasse. Question très bête, mais il est déjà avec l'évolution ou l'évolution c'est un petit peu après? Ça commence déjà. Ça commence. Ça commence déjà en 2002. Ça commence post Elimination Chamber. Il est déjà en manager par Ric Flair déjà. De toute façon, Ric Flair, il arrive le lendemain de l'invasion, donc Ric Flair est déjà là. Oui, mais Ric Flair est le general manager de Raw et le co-owner dans l'histoire avec Vince McMahon. D'accord. Et c'est plus tard, quand il avait plus d'histoire, que Triple H l'a récupéré en tant que manager. Et c'est là où ils ont dit on va pousser deux jeunes et commencer l'évolution. Et Rob Van Dam, pour revenir sur lui, ça a été l'un des mecs à affronter l'évolution pendant pratiquement tout le run de l'évolution. Mais est-ce que tu penses, excuse-moi, me permets de te poser la question parce qu'après on va partir vers d'autres sujets puis je vais oublier. Mais est-ce que tu penses que le fait d'avoir blessé Triple H, ça a joué dans le fait que Triple H n'a pas voulu lui donner le titre ou le mettre over? Je pense pas. Franchement, je pense pas parce que derrière il a un match, comme j'avais dit, de titre de champion du monde face à Shawn Michaels. Oui. Donc ça n'empêchait pas de le pusher un petit peu. Mais je pense que dans les politiques backstage, on sait que le gars est addict à plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses, ouais. Et on veut pas lui faire confiance, on se dit il est un peu trop fou. On peut pas miser tout notre argent, on peut pas miser la promotion finalement sur ce cheval-là qui a souvent des soucis. C'est ça. Et il y a un autre truc, ça c'est par rapport à Triple H, quand on dit Reine de la Terreur. Triple H, dans tout son règne, donc de 2002 à 2004, donc jusqu'à ce qu'il perde à Mania, on en reparlera, il se fait un mal à plaisir d'enterrer toutes les anciennes stars des autres promotions. Donc du coup, Rob Van Dam, c'est un mec ECW pour lui. Donc il n'a pas à être le visage de WWE. Il peut pas être le visage. Pour lui, déjà, c'est mort. Et derrière, il enchaîne toutes les anciennes stars de la WCW. Booker T, Kevin Nash, Scott Steiner, Goldberg. Goldberg, il l'enterre. Ouais. Ça, on fera une émission sur Goldberg. Mais... Les quatre, vraiment les plus grandes stars de la WCW qui peut enterrer, il les a tous fait. Et surtout dans des matchs qui sont complètement horribles. J'allais dire anecdotiques, mais oui, non, horrible. Ah oui, horrible. Ouais, on est au-delà de l'anecdote, on va dire. Hein. Ses seuls bons matchs, c'est quand il affronte son copain. Quand il affronte Shawn Michaels. Exactement. Quand il affronte son pote. Mais même, alors que Kevin Nash est son pote aussi, techniquement, dans la clique. Oui. Mais il l'enterre quand même. Vraiment, c'est, Triple H, on a l'impression que Vince McMahon s'en sert, donc on sait pas de qui vient, on va dire, ce booking. Si vraiment Triple H décidait vraiment lui-même à ce moment-là, ou si Vince McMahon lui donnait des consignes. Des consignes à suivre. Parce que vraiment, on va dire, le négationnisme WWE, on a gagné la guerre. On est les plus beaux, on est les plus forts, on est tout ça. Et ben là, à ce moment-là, on a vraiment l'impression qu'il se sert de Triple H comme tête d'affiche vous voyez, on est plus fort que la WCW. Aucun des catcheurs peut battre nos catcheurs à nous, quoi. Ouais. Bah, c'est ce qu'ils ont déjà fait à l'invasion, finalement. C'est à l'invasion, c'est ça. Bah, à l'invasion, à la fin, c'était WWF contre WWF. Et une guerre de McMahon. Une guerre de McMahon. Voilà, il fallait qu'il y ait les McMahon partout, quoi. Mais du coup, c'est vrai qu'ils auraient pu capitaliser sur Van Dam. Vraiment, en 2002, il aurait pu vraiment devenir champion du monde. C'était le Mick Carter le plus over du show. Il a été multiples fois champion par équipe avec Kane, avec Booker T, même quand il part à SmackDown avant sa blessure, il est champion du monde par équipe avec Rey Mysterio. Vraiment, il est au port du main event, mais on lui donne pas. Allez voir un peu, d'ailleurs, vous pouvez aller voir un peu les pop que Rob Van Dam a, les matchs aussi qui sont toujours de qualité. Moi, je me rappelle que quand je regardais, alors c'était un tout petit peu après, quand je regardais sur RTL 9, il était à Raw. C'était un petit peu plus tard, je pense qu'on est en 2003-2004, où il a toujours un match dans le show, souvent pour le titre intercontinental, il est toujours présent, et c'est toujours le moment qu'on est content de voir arriver. On voit Rob Van Dam arriver, moi je vois les pouces se dresser derrière son dos, et je me dis, ouais, super, je sais que les 10 minutes qui viennent, je vais avoir un bon petit match. Ah, c'est le catcheur du peuple, hein. C'est le catcheur aimé par tout le monde, quoi. Il se faisait jamais huer, quoi. C'était vraiment un babyface parfait, quoi. Bah, c'est difficile de se dire de pas aimer Rob Van Dam. Franchement, ouais. Il y a des catcheurs qui sont clivants, qu'on n'aime pas, il y en a d'autres, voilà. Mais lui, je me dis, je comprends pas comment on peut se lever le matin et se dire, ouais, non, Rob Van Dam, je l'aime pas. Le mec, il va tout donner dans le ring. Je pense même que ses problèmes d'addiction, c'est aussi avec les douleurs et tout ce qu'il a pu se faire dans le ring. Exactement, de pas respecter son corps pour le donner au public, quoi. Parce que le mec là, quand même, il a tout donné. Moi, tous ces matchs, entre guillemets, de cette période-là, je me rappelle de toutes ces prises à Rob Van Dam. Tout ce qu'il faisait dans le ring, ça, on s'en souvient. C'est culte. C'est ça, toutes ces prises. On parlait tout à l'heure du vent de
Terminator, c'est ça? Van Terminator ou Van Terminator. Van Terminator, c'est culte. Le Rolling Thunder, on en parle. Tu l'as dit tout à l'heure. Le Fast Le Fast Frog Splash. Mais le mec, les coups de pied retournés, c'était culte. Le gars, il avait l'attitude et il plaisait aux gens. Et en plus, c'était pas une bête à spot. Le mec avait un selling incroyable. Donc, vous savez, j'espère que vous savez ce que c'est le selling. C'est de vendre dans le ring, en fait. Comment rendre crédibles les prises des adversaires. Van Damme, c'est l'un des meilleurs sellers de tous les temps. Le mec prend un DDT, il le prend, il se plante lui-même dans le sol, Bah, quoi. on souffrait avec lui. On souffrait avec lui. C'est ça. Je trouve qu'on souffrait avec lui. C'est ça. Vraiment, il vend tout trop bien. C'est vraiment ça. Et donc, du coup, dans cette période, ils ont raté le coche, il s'est blessé. Et c'est un de ces drames de sa vie qu'il a dit dans des interviews. Il a poussé beaucoup backstage, c'est vraiment l'un des artisans, j'ai appris ça il y a pas longtemps, du retour de la ECW. Donc le premier show retour de la ECW à l'époque en 2005, le premier One Night Stand de 2005, il n'y participe pas, il vient juste faire une promo en ligne parce qu'il est blessé à l'époque. Et c'est lui qui a poussé, il faisait partie des mecs qui ont poussé McMahon à remettre en avant la ECW. Alors si je me rappelle bien, tu me dis si j'ai tort, hein. C'est toi la caution vérité de cette émission. Moi je suis que le présentateur. On est d'accord, One Night Stand le 1, ensuite un an après ils font One Night Stand 2, et c'est à partir de One Night Stand 2 où il y a des bons retours sur la ECW qu'on décide de lancer une émission ECW en plus de Raw, en plus de SmackDown. Exactement, et ça va même plus loin, c'est après la popularité du premier. Oui. Que déjà dans leur tête des créatifs de remettre la ECW. Et on parle toujours. On parle toujours, et donc du coup c'est vraiment en 2006 quand il fait One Night Stand 2, c'est déjà prévu d'avoir un show télé ECW. Mais voilà, c'est déjà prévu. C'est le succès du premier et du deuxième le deuxième voilà, comme tu dis, le show était déjà prévu, mais c'est ça qui amène le retour de la ECW par fédération. En tant que brand. En tant que brand, voilà, merci. On n'en rentrera pas dans les détails de la ECW versus WWE parce qu'il y a beaucoup à dire, mais on va rester sur Van Damme. Donc à One Night Stand 2, donc avant ça, comme il revient un petit peu avant. Oui, voilà. La tristesse de ne pas avoir pu participer à la ECW One Night Stand. Il a même dit pour lui c'était plus important de recatcher à la Mercy Ballroom, donc la salle mythique, que de catcher à Mania. Moi je vous le conseille par contre les amis de regarder les deux One Night Stand. Moi j'ai une préférence pour le 2 parce que on va en parler mais c'est mythique. Mais cette salle, c'est vrai qu'il y a une ambiance. Il y a une ambiance, elle est différente cette salle, c'est pas pareil. C'est un peu comme le Madison Square Garden. Enfin, dans des proportions différentes, mais quand il y a des shows au Madison, on reconnaît tout de suite que c'est le Madison. C'est ça. Et là, quand vous êtes à la Merchant Ballroom, vous savez tout de suite que vous êtes là. Vous savez que c'est la salle de la ECW. Et donc du coup, en fait, Rob Van Dam, là, ils se sont décidés beaucoup. On en fait partie de dire que le train était déjà tard pour le lancer. C'est trop tard, parce que avant, il y a quand même 2 ou 3 ans de rien, de super match en championnat intercontinental, de mid-card. Je crois qu'il est avec Kane par équipe, tu l'as dit tout à l'heure, où il est champion. Il participe au moment où Kane est démasqué. C'est ça. Il est toujours là, on le voit toujours, mais il est plus au top. Il est plus au top. Là, c'est vraiment le mid-carder, quoi. Vraiment de base, où on n'en voit plus au main event. Et là, il décide de le repousser. Donc c'est à WrestleMania 22. On lui fait gagner le Money in the Bank. Donc le deuxième vainqueur de Money in the Bank de l'histoire, c'est Rob Van Dam. Le premier Edge, voilà. Le deuxième Rob Van Dam. C'est ça. Et donc du coup, Rob Van Dam, il se promène avec sa manette, tout ça, il fait toujours des matchs de ouf. Il y a un match que je vous conseille, où il devient Mr. Money in the Bank et champion intercontinental en même temps. Où il affronte Shelton Benjamin. Je vous conseille beaucoup ce match. En 2006, ce match est exceptionnel, où justement le vainqueur prenait tout. Ah, il avait mis la mallette en jeu. Et du coup, c'est Rob Van Dam qui gagne. Ce match est vraiment bon. Franchement, il n'y a rien à acheter parce que les deux sont exceptionnels et ils fitaient parfaitement. Et Rob Van Dam décide donc d'utiliser la mallette. Je me rappelle, il me semble, là tu me dis pareil, toujours, hein, tu me reprends quand j'ai tort. À la différence de Edge qui l'avait fait un petit peu à la pute, oui. Lui il a dit moi je veux un match. Ce sera 1 contre 1 à One Night Stand contre le champion de l'époque, qui est John Cena. Exactement. Il vient à la fin d'un match, j'ai plus les dates, excusez-moi, mais John Cena gagne son match, il est face à Chris Master, titre en jeu, il le bat, et là, la musique de Rob Van Dam sonne, il arrive dans le ring et il lui dit « Je veux t'affronter, mais je veux que tu sois en terrain hostile. Donc, tu vas mettre ton titre en jeu face à moi, à One Night Stand, à la Machine Mono. » Et là, ce match-là, regardez-le. Franchement, l'ambiance, elle est exceptionnelle. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup dans sa carrière beaucoup de fois dans sa carrière où John Cena a jeté son t-shirt dans le public
le public lui a rendu. Pour moi, il y a que 2 fois où c'est arrivé, donc à ce show-là, où même les gens se torchent avec son t-shirt, Ouais, c'est littéralement. vrai. L'autre, il crache dessus, Il crache leur dessus, jette sur, torche, il leur il jette n'arrive sur pas à le renvoyer, on lui envoie du PQ et le t-shirt, personne ne le veut. Et l'autre fois où c'est arrivé, c'est à Money in the Bank 2011. Ouais. Face à CM Punk, face à CM, et à Chicago. à Chicago. Oui, donc dans la ville de CM Punk. Voilà, donc ça lui est arrivé que 2 fois dans sa carrière. Et surtout qu'à l'époque, on va dire Vince McMahon et les autorités savent très bien que John Cena divise. Et que les gens commençaient déjà à en avoir marre de son règne, d'avoir battu Triple H, tout ça. Les gens étaient déjà pas à fond derrière lui. Ils divisaient. Il y avait déjà les premiers chants Cena sucks. Ouais, les premières huées. Et John Cena sucks, c'est là où ça commençait plus ou moins à arriver. Et là, il y a cette affiche mythique. Et c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu te souviens de cette affiche? Si Cena gagne, on fait une émeute. Le problème, c'est que ils en étaient capables. Je pense que vraiment, À la ECW, ils en étaient je capables. pense que c'était probable que ça arrive. Parce que le public qui est là, c'est pas le public de la WWE. On est d'accord. Non. À One Night Stand, les gens, ils sont là pour voir les stars de la ECW. C'est ça. C'est vraiment leur public de 97 qui, presque 10 ans après, est de retour Pour ce show. pour ce show et pour revivre un petit peu les souvenirs. Alors après, de la ECW, ils en ont fait n'importe quoi. Ça, tu l'as dit tout à l'heure. Mais sur ce show-là, le public, c'était vraiment Magique. Vraiment magique. Et pour revenir sur le catch en soi, le match est excellent. Parce que John Cena, on peut dire tout ce qu'on veut sur lui, mais là, on voit le vrai pro et on voit vraiment pourquoi le mec est champion du monde. Et pourquoi le mec est aussi haut. Parce que comment il joue avec la foule durant tout le match. Rob Van Dam fait toutes ses dingueries, tout le monde est derrière lui. John Cena est hué. Donc il fait le heel même dans le match. Le match est génial, mais il faut protéger John Cena dans sa défaite. Et c'est le grand rival de John Cena qui lui coûte le match. Un mec Edge. masqué, sous casque arrive, lui met un pied à travers une table, il se démasque, c'est Edge. c'est Edge. Et je vais te laisser raconter parce Merci. que tu aimes bien cette anecdote. Edge qui prend une pop monumentale quand il se démasque parce qu'il a fait perdre John Cena alors que 1 heure avant, il a battu Tommy Dreamer et sa femme Beulah dans un match où il est horrible et où le public veut le tuer. C'est ça. Donc en 1 heure, il a tout retourné parce qu'il a fait gagner Rob C'est Van Dam. ça. Edge est magique dans ce show parce que comme on a dit, il passe de la plus grande ordure Ah oui, c'est une ordure. où on a envie de le tuer à le héros de la soirée Ouais. dans le même show. En 1 heure de temps. En 1 heure de temps, c'est exceptionnel. Et donc enfin, Rob Van Dam Et champion, Et champion du monde. Et je me rappelle toujours des mots, parce que j'ai le DVD de One Night Stand 2, et c'est Christophe Ajus et Philippe Chéreau qui commentent, et Christophe Ajus qui dit « L'une des plus grandes injustices de l'histoire du catch A été réparé. est enfin réparée. Et Malheureusement, il est trop tard. il est trop tard. En plus, le truc qui est pour sa legacy et pour Rob Van Dam pour lui-même, ce qui est incroyable, c'est que de base, il devait transformer le titre WWE en titre CW, mais c'était pas possible dans le titre WWE de Raw. Donc, on lui donne le titre mondial de la ECW en plus. Moi, je me rappelle qu'il rentre avec les 2 titres pendant Oui, c'est quelques ça. temps. Il est double champion en fait. Et même, c'est l'un des seuls à faire ça quand on dit qu'il est unique. Il porte les 2 titres autour de la taille en même temps. Oui. Donc il en a une autour de Du la poitrine. plexus, oui, de la poitrine, poitrine, c'est ça, et une autour de la taille. C'est vrai. Il est double champion. Donc vraiment, là, on se dit, c'est bon. C'est tard. Mais là, ils vont en faire vraiment une star, quoi. Peut-être ce sera un champion long. On se disait tous à l'époque, ça va être un champion long. Et- Pour lancer le nouveau show télé. C'est ce que j'allais dire. En plus, il est champion ECW et champion du monde. Donc on se dit, même s'il vient perdre le titre de champion du monde, il a toujours ce titre de la ECW. C'est ça. Donc il va pouvoir mettre en valeur ce nouveau show qui a besoin de tête d'affiche. Oui, et le fait qu'il soit champion du monde de WWE en plus de titre CW, eh ben, c'est une super vitrine pour lancer ton show. C'est une super vitrine parce que le mec est champion de la compagnie en général, plus de la nouvelle brand. Oui, et puis tu te dis que tu vas pouvoir faire intéresser toujours les fans de la WWE parce qu'ils aiment bien Rob Van Dam, parce qu'ils sont contents de le voir, mais tu peux aussi faire revenir les gens de la ECW parce qu'il y a Rob Van Dam et parce qu'aussi dans ton show, t'as des anciennes vedettes de la ECW, donc tu te dis, c'est une autoroute. Il y a moyen de faire de l'argent. C'est ça. Mais malheureusement, tu parles d'autoroute en plus. Ah, j'ai pas fait exprès. Ouais, voilà, Rob Van Dam, c'est là où l'herbe sous le pied va être coupée, mais de lui-même. L'herbe. L'herbe, oui. Le Rob Van Dam se fait choper par la police pour un excès de vitesse avec son ami Sabu dans la voiture. Et ils sont en possession de drogue, de cachets, de tout ça. Donc la WWE et l'Office n'a pas le choix. On va le suspendre un mois et on va lui retirer ses titres. Il n'y a pas le choix parce que l'image, elle est pas L'image, bonne elle est pour salie, la... voilà, tu peux pas mettre un pour la titre. WWE.
Et Rob Van Dam en a parlé dans une émission WWE, l'émission Icon, il me semble, que il regrette beaucoup parce qu'il se sentait intouchable à l'époque. Et il réfléchissait pas à ce qu'il faisait, quoi. Il n'était pas sérieux. Et malheureusement, dans l'office WWE, il y avait beaucoup de gens qui disaient ça de lui. Donc, On peut pas lui faire confiance. on peut pas lui faire confiance. Et malheureusement, il leur a donné raison. Parce que le gars n'était pas sûr, quoi. Le mec vient de devenir double champion. On va en faire une vitrine. Et Le mec, fait des bêtises, quoi. le mec, il est au sommet à ce moment-là. Il est au sommet. Il pourrait pas être plus haut. Oui. Et pourtant, parce qu'on peut revenir sur les catcheurs qui perdent le spot parce que ils se font prendre la place dans le vestiaire par quelqu'un d'autre ou parce que il y a le règne de la terreur de notre ami. Mais là, c'est lui Oui. qui se Surtout qu'à sabote. l'époque, on est la nouvelle génération, même s'il y a pas de la nouvelle génération, mais on avait les nouvelles têtes d'affiche. Vraiment, on avait John Cena en tant que champion, des nouvelles têtes d'affiche qu'on essayait de mettre en avant. Rob Van Dam commençait à être un vétéran aussi. Donc du coup, c'était un mec, on se disait qu'on pouvait faire confiance à mettre en avant. On lui fait dropper le titre de John Cena quand même. Ouais, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est pas le champion de transition à qui récupère le titre, c'est à John Cena. Et puis même comme on dit, même s'il y avait possibilité de pas lui laisser un titre pendant des années, il avait toujours ce titre de la SCW, donc ça aurait permis de faire une transition, de reperdre un match important en disant une bêtise, mais avec un mec de la SCW qui vient lui coûter le titre de la WWE, et de repartir vers une nouvelle rivalité à la SCW, mais d'être toujours cette tête d'affiche pour le nouveau show. Exactement. Et il en fera rien. Et il en sera rien parce qu'à son retour de suspension, il va continuer à refaire des matchs de ouf, mais ça redeviendra comme ce qu'il était avant, le mid-carter at best. Et jusqu'à la fin de son contrat, où il va mettre over, même à la fin de son contrat, il continuera à mettre over des gens, mine de rien, où il va mettre le Randy Orton encore plus en avant. Mais il s'était déjà beaucoup affronté à l'époque. De l'évolution déjà. Il s'était. Et là, le dernier match de Rob Van Dam, justement, en 2007, c'est face à Randy Orton, où pour moi, c'est le meilleur vendeur de RKO de l'histoire. Il prend un RKO, on a l'impression qu'il est mort. Mais c'est dommage de se dire quand même que... Moi, il y en a qu'un seul qui me revient à l'esprit qui a fait la même bêtise, c'est Jack Swagger, je crois. Jack Swagger aussi, ouais, se fait... Mais lui, il a même pas eu le titre. Il était pas champion après WrestleMania et Non, il s'est fait rouler avec du bourbon ou un truc comme ça. C'était avant Mania. Et il devait normalement battre Alberto Del Rio, et au final, il se fait choper avant le show. Donc on le suspend pas, mais par contre, on le pousse pas. Oui, le push est fini, quoi. Le push est fini. Et puis comme il y a Internet, qui maintenant, tout se sait, Rob Van Dam, tout le monde le savait, qu'il y avait des problèmes de drogue, qu'il y avait des problèmes de dépendance. En 2006, là, vraiment, tout le monde a Internet. Voilà, surtout aux États-Unis, ils avaient déjà Internet avant, mais en 2006, vraiment, tout le monde a Internet. Donc, tout se sait trop vite. On peut pas mettre ça sous le tapis, quoi. Et on peut pas cacher. On peut pas cacher. Voilà. Et donc, du coup, Rob Van Dam, à ce moment-là, se fait libérer de son contrat. Et son contrat arrive à terme, il ne renouvelle pas. Il a besoin de beaucoup de repos. Donc on est en 2007, hein. En 2007, ouais. Donc il a pas encore 40 ans, mais il est pas loin. Ouais, il est né en 70, donc c'est ça. Donc il fait un peu de repos, et là, il se décide ensuite d'aller catcher un peu en indépendant. Il signe, je sais plus, ça doit être en 2011, 2010, ouais, 2010-2011, il signe à Impact durant cette fameuse période de TNA Impact dirigée par Hulk Hogan. On en reviendra peut-être une fois un jour. Et puis il y a pas Vince Russo dans les parages aussi. Il y a Eric Bischoff, il y a Vince Russo, il y a toutes les catastrophes. Tous ceux qui ont coulé la WCW sont là, en fait. Sont là. Voilà, ce qui est marrant quand même que pour promouvoir ta promotion, tu rappelles ceux qui ont coulé les promotions précédentes. C'est marrant quand même. Hein. Voilà. Donc il devient champion. Il reste pas longtemps en fait parce que à ce moment-là, il prend que des petits contrats. Donc il devient champion, il est pushé, mais au bout d'un moment, il perd le titre et on le revoit plus. En fait, ça lui convient de pas prendre de trucs à plein temps. Il a toujours le nom qui est vendeur de toute façon. Dès qu'il est là, ça il marche. sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, à partir du moment où il veut travailler, il travaille. C'est ça. Et justement, vers 2013, à la fin de son contrat TNA, il se dit, j'ai deux choix, ou je re-signe à TNA, ou j'ai une possibilité de retourner à WWE. Et il décide de reprendre le cap, il revient en 2013 face à Alberto Del Rio. Grosse rivalité contre Alberto Del Rio, mais à ce moment-là, il ne veut plus être une star. Il veut mettre en avant les gens. Oui, il est là pour catcher. Il est là pour catcher. Il est plus là pour... Voilà, il veut mettre en avant les autres, et en fait, il se dit, je vais rester jusqu'à la fin de ma carrière ici, mais l'emploi du temps WWE, qui est très contraignant, où ils ne sont jamais à la maison, ça lui convenait pas non plus, donc au bout d'un an, il arrête de nouveau. Et puis je pense qu'aussi, il a un catch quand même qui pour le corps est très compliqué. Et vraiment, regardez des matchs récents de lui, le gars, on a l'impression qu'il ne vieillit pas. Mais c'est vrai que physiquement... Il catch toujours, il fait toujours les mêmes trucs, quoi. Peut-être en un peu plus lent, forcément, avec la vieillesse, mais son catch, il a réussi à le tenir jusqu'à la fin, quoi. Mais comme on dit, il a toujours ce nom. Et je pense que les gens sont toujours contents d'entendre sa musique et de le voir arriver. C'est ça, et donc
Il a une petite période marrante, avant de s'arrêter dans l'émission, j'ai quand même envie d'en parler parce que je trouve ça, c'est lunaire. Un de ses runs de la TNA, après justement en 2013, il re-signe la TNA, et là, il a une gimmick improbable. C'est la crise de la quarantaine. C'est le mec qui a la crise de la quarantaine, il se trouve deux petites amies qui sont on comprend ça comme ça, deux actrices porno, et il a des scènes lunaires où il est vraiment avec ses deux pépés. C'est improbable. Franchement, c'est un truc à voir. C'est difficile à expliquer, mais Je pense que si on additionne l'âge des deux nanas, on n'arrive pas à son âge à lui. c'est à peu près ça. Voilà, c'est ça. Où vraiment, il se prend pour le roi du pétrole. J'ai la crise de la quarantaine, j'ai deux jolies femmes à moi, je suis une star, tout ça. Mais dans le ring, il continue de catcher pareil. Donc du coup, c'est vraiment un personnage. Ça a été une période très très courte, mais très marrant à regarder à la TNA. Je vous conseille d'aller voir des segments parce que c'est vraiment lunaire. Oui, parce qu'on est moins, c'est-à-dire là, on est déjà dans une période qui est moins celle qu'on veut décrire. Mais bon, forcément, on parle de Rob Van Dam, donc on parle de l'intégralité de Plus sa ou moins carrière. jusqu'à la fin, quoi. Même si c'est vrai que on a mis un petit peu plus l'emphase sur ce raté de la WWE. Et dans les émissions qui vont suivre, on va continuer à parler un peu de tous ces ratés de la WWE parce que ça va, comme on l'a dit tout à l'heure, le fil rouge de notre émission, c'est ce règne de Triple H. On veut que le jour où on décide d'arrêter les émissions, vous savez tout ce que Triple H a fait en backstage. C'est ça, et que vraiment, pour revenir sur le loupé de 2002, c'est vraiment triste, quoi, parce que le gars avait tout, quoi. Ils auraient pu en faire une véritable star, quoi. Il y avait moyen de faire une star. Vraiment, moi, le Rob Van Dam, je le vois en tant que, limite, le meilleur mid-carder, de WWE. L'un des meilleurs mid-carder. Le gars, il a toujours deliver, il a toujours eu un catch de fou. C'est pas galvaudé en disant que ça a été l'un des meilleurs catcheurs à l'époque. C'est vrai. Mais j'ai même du mal, excuse-moi, hein, je te coupe, mais j'ai même du mal à trouver, c'est ce qu'on l'a dit encore, mais quel autre catcheur a été autant aimé? Enfin, quel autre catcheur n'a jamais autant été, enfin, si tu veux, lui, il a jamais été détesté. Tout le monde l'aimait. C'est ça. Quel autre catcheur a eu ça? Il y en a très peu dans l'histoire. Je dirais Bret Hart. Bret Hart, ouais. Stone Cold, peut-être aussi, je pense, qui a toujours été aimé par les fans. Mais bon, là, on est dans la star énorme. Dans la gigastar, ouais, c'est ça. Mais je veux dire, des gens, personne ne sifflait Rob Van Dam. Personne. Parce que même s'il y a des gens qui disent Rey Mysterio, quand il est champion en 2006, c'est ça, c'est en 2006 qu'il est champion. Exactement. Il y a quand même des huées. Oui. Il y a quelques huées quand même. Rey Mysterio, c'est, alors, top méga star face, il y a pas de problème. D'une des plus grandes stars. Certainement, mais là, j'ai l'impression qu'il y avait pas, que même Rob Van Dam, c'est au-dessus encore dans le rapport avec le public. Ouais, c'était vraiment un amour des gens. Un amour des gens, c'est ça, c'est vraiment un champion du peuple, en fait. Même quand il était revenu au Rumble, je crois. Justement, durant cette période TNA, il est sous contrat TNA et il vient faire une apparition au Royal Rumble. C'est en 2014 ou 2015. Donc, juste une apparition, comme ça. Et il revient pas un petit peu après encore? Il refait pas d'autres apparitions? Non, il me semble, quand il revient à la WWE, c'est pour être intronisé au Hall of Fame. Ah, il est au Hall of Fame de la WWE? Oui. D'accord, j'en étais pas. Et il apparaît durant l'intronisation de Polyman assez récemment. Il revient à Impact en 2019-2020 et il est au Hall of Fame en 2021 exactement. Tout à fait, c'est pas pour rien que t'es mon expert, hein, Oui. et que j'essaye de te suivre avec brio. Donc moi, pour revenir pour mes derniers mots sur lui, c'est vraiment limite l'un des catcheurs parfaits en vrai. Vraiment, il avait tout, quoi. Il avait le public derrière lui, une musique incroyable. La première. Vraiment, je vous conseille d'écouter la première en 2001. One of Kind? Non. Pas la version chantée, la première. D'accord, parce que moi j'ai le souvenir de la version chantée. La version chantée. Moi, je préfère le premier thème qu'il a en 2001. Je vous conseille de l'écouter. Le packaging, que ce soit ses tenues, son apparence, il était vraiment unique, quoi. C'est ce qu'on va garder de lui. C'est un catcheur unique et on n'a jamais eu des comme lui derrière. Alors on va bientôt en terminer parce que je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce qu'on voulait dire. Moi j'ai quand même une chose, c'est qu'on dit toujours que Vince McMahon, il a toujours été pour les grands gars. On a dit toujours qu'il aime bien les grands mecs, les mecs baraqués, musclés, qui sont grands, Batista, Randy Orton. Randy Orton, c'était moins, je parle vraiment du mec. Ouais, mais il est grand. Je parle vraiment, moi, du monstre, du Muscleman. Du vraiment Muscleman. On dit qu'il a attendu finalement les années 2015, 2016, 2007 avec Seth Rollins, avec Kevin Owens, avec tous des catcheurs qui étaient un petit peu moins dans ce physique. Rob Van Dam, finalement, 15 ans plus tôt, il avait déjà un petit peu cassé les codes. Comme tu disais, précurseur. C'est ça? C'est un précurseur. Parce qu'il a réussi à atteindre plusieurs fois le main event alors qu'il n'avait pas le physique des John Cena, des Triple H. C'était pas ce que Vince McMahon voulait, pardon. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'il a été face à Steve Austin, il a été face à Triple H, face à des gros gabarits, quoi.
et il faisait pas tâche. Après, il n'est pas petit. Il est de taille plutôt grande. Oui, c'est pas. Mais niveau physique, lui, c'est pas quelqu'un de très musclé, quoi. Non, mais après, il est beau physique. Il fait 1m83, ce qui est pas immense quand on regarde. C'est même petit, ouais. C'est même petit. Mais je me dis que finalement, ouais, ce mec-là, moi, j'aurais toujours le souvenir de Rob Van Dam, même aujourd'hui, quand je repense aux périodes-là de catch. Eh ben, moi, j'aimais bien Goldberg à l'époque-là, parce que bon, c'est un autre débat, on en parlera une autre fois. Mais Rob Van Dam, j'étais toujours content de le voir. Il faisait partie des shows, il arrivait, il faisait son match. Tu te tapais c'était souvent, je pense, le meilleur match de Raw à l'époque. Oui, très souvent, ouais. Il a affronté tous les mecs possibles et inimaginables du roster. Il était là dans beaucoup de storylines c'est un peu comment dire, en pré-storyline importante. C'est-à-dire que quand Kane se démasque, c'est lui qui est là. Oui. Au démasque. Donc, il n'est pas le point central de la storyline, mais il est là. Qui emmène après à Kane qui feud contre la Evolution, qui fait perdre le titre à Goldberg. Mais il est là, Rob Van Dam. C'est ça, il est même là pour faire monter l'Evolution. Oui. Quand il est en équipe avec Booker T, c'est vraiment il fait monter Batista, il fait monter Randy Orton. C'est vraiment le mid-carder qui fait monter un peu tout le monde. Ouais. Et c'est pour venir, on en parlera souvent quand on parlera d'un catcheur, c'est son comment dire, sa relation qu'il a dans le backstage et au niveau politics. Rob Van Dam, je n'ai jamais entendu ou lu que le mec était difficile à travailler. Non, le seul truc qu'il y avait, c'est ses problèmes, c'est ses démons personnels. C'est des démons personnels, mais le gars ne refusait jamais un match, il refusait pas de perdre. Il était pas contre mettre over les gens. Voilà, il jobait quand il fallait jobber. Sauf en 97, je crois, que justement, la première invasion, il y a une histoire, je ne veux pas lutter, je veux pas perdre par disqualification contre quelqu'un. Je crois que c'était le Road Dogg ou quelque chose comme ça. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, là, on est dans une période où c'était pas le même mec que quand il arrive à la WWE. Il a déjà une carrière qui est un peu plus, et puis il a toujours cherché à mettre over les gens. Mais je reviens, durant cette période-là, vraiment, de toute sa période WWE, j'ai jamais entendu de problème backstage lié à Rob Van Dam, quoi. Ouais, voilà. Jamais. Eh ben, écoute, je te propose qu'on se dirige tout doucement vers la fin de cette émission. Oui. Parce que je pense qu'après les gens vont en avoir marre de nous écouter. si je devais, on va conclure très simplement. Si je te demande un mot pour décrire Rob Van Dam, pour un mot, qu'est-ce que tu dirais? Je vais me répéter parce que je l'ai beaucoup dit dans l'émission. Unique. Ouais, je pense que il y a tout est dit. Alors les amis, on va vous abandonner là sur cette émission, sur ce mot unique. On vous retrouve très prochainement sur un sujet qu'on peut pas encore vous dire parce qu'on l'a pas encore décidé, hein. T'es d'accord? Je suis d'accord. Nous, on se décide toujours un petit peu sur la fin. Ça a été un plaisir de faire cette émission avec toi et je me rends compte que t'es vraiment ma Bible. Et je te dis à très bientôt et merci. À plus tard, les amis.